Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. The Usual Suspect, en 1995 ou 96, je sais plus exactement, ça dépend quand est-ce qu'il est sorti en France, mais je pense que c'était 95 en tout cas quand le film a été fini aux États-Unis, de Bryan Singer, scénario de Christopher McQuarrie. McQuarrie. Si tu suis la chaîne, tu as regardé dans les Ciné News, j'ai parlé des deux nouveaux Missions Impossibles qui vont sortir quand même dans 2020, 2021, 2021, 2022, je sais plus exactement ce que j'ai dit, tu peux regarder Ciné News, tu sais sûrement mieux que moi. Mais bref, lui c'était comme sa manière, ça a été sa manière de percer à Hollywood avec ce scénario-là, The Usual Suspect, qui est un très très bon film, encore une fois aussi. C'est peut-être pas partie de mon top, mais c'est vraiment un bon film. C'est mon top personnel, j'ai le droit de mettre ce que je veux dans mon top, hein, mais c'est quand même un bon film. Pourquoi j'ai parlé encore avec Kevin Spacey? Kevin Spacey qui joue le rôle de Roger. Alors si t'as pas vu le film, arrête tout de suite là et va voir le film parce que je vais spoiler à mort, mais d'un autre côté c'est un vieux film donc j'imagine que tu l'as vu. Roger Verbal Kint, parce que chaque personnage là-dedans, Benicio del Toro, etc., ils ont tous des pseudos un petit peu ces personnages-là. Et en fait, le personnage raconte les événements qui se sont déroulés à la police, il est donc au commissariat, tout ce qui s'est déroulé, parce que la police enquête là-dessus sur cette histoire-là. On va voir le film encore une fois si tu veux savoir de quoi je parle. Et ce qui est très très intéressant, et là c'est le spoiler, et c'est donc arrête de regarder, c'est très intéressant parce que à la fin du film, finalement, les policiers se rendent compte, et nous spectateurs aussi, par la même entremise, que tout ce qu'il a pu raconter à travers cette voix off-là, qu'on voit au fur et à mesure, alors que lui-même est d'ailleurs dans l'action, on le voit aussi, ce personnage-là, c'était de la bullshit, quoi. C'était de la merde en boîte. Il nous a amené dans une direction que nous, on pensait vraie et qui n'est absolument pas vraie, qui est complètement... qui déroute la police exprès pour, évidemment, on le comprend dans la narration, éviter qu'ils retrouvent comment dire, tout ce qui s'est passé et qui retrouve l'identité de Kaiser Soze, mais qui est Kaiser Soze, comme dit l'autre à moitié brûlé là dans le film, Kaiser Soze. Et finalement, on a, là je te ferai pas spoiler, mais on a à la fin l'identité de Kaiser Soze, on sait qui c'est, et on se dit waouh, le gars, il nous a carrément dérouté tout le long. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir exactement? On vient de voir un film qui n'existe pas et on ne connaîtra pas la véritable histoire des événements, et ça c'est juste brillant. Donc ça, c'est une voix off, naturellement, qui apporte encore de la crédibilité à la narration et surtout de l'originalité. On ne peut pas passer à côté de Citizen Kane 1941. D'Orson Welles, moi, Citizen Kane, ouais, c'est bon quoi. C'est bon, tout le monde en parle à l'université, ils sont tout le temps en train d'étudier Citizen Kane par-ci, Citizen Kane par-là. Ok, c'était super original pour 1941, c'était pas le genre de film que tu voyais à l'époque, c'était pas du tout tourné de cette manière-là. Il y a une narration qui est quand même assez extraordinaire. Il y a du montage et la réalisation est belle, mais surtout le montage. Il y a du montage qu'on ne faisait pas à l'époque avec comment dire, des fondus enchaînés un petit peu spécial, ce genre de choses-là. Je sais plus, de la surimpression un peu aussi, donc c'était quand même assez cool. Mais je sais pas, peut-être parce que les gens en ont trop parlé, parce qu'ils en font tellement un gros plat à l'université qu'à un moment donné, je sais pas, ça m'a peut-être saoulé, mais ouais, ça me saoule ce film-là. Ouais, Rosebud, quoi. Ouais, ça me saoule. C'est juste... je sais pas. Je pense pas que ce soit un mauvais film, honnêtement. Faut être honnête, là, en regardant d'un point de vue purement technique, c'est quand même une réussite, c'est quand même bien fait. Mais on en a trop parlé, fait que peut-être je suis un petit peu saoulé. Ouais, c'est peut-être ça le terme. C'est peut-être plus personnel. Donc on peut pas passer à côté de la voix off sans parler, naturellement, de Citizen Kane. Et... je vais finir, en fait, ok, je vais pas terminer là, mais je vais parler de The Goodfellas. Ça, c'était en 1991, de Martin Scorsese, avec De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci. Alors, Martin Scorsese, à l'époque, c'était le king pour faire des films vraiment comme Casino, The Goodfellas, des films sur la mafia. J'allais dire italienne, mais en fait, Ray Liotta, à l'intérieur, joue un Irlandais, mais il est introduit dans la mafia italienne. Oui, là vraiment on voit la voix off. Encore une fois, on a vraiment le personnage qui retrace des événements a priori passés de ce qui est arrivé. Hein. Donc lui, il sait ce qui va se passer, pas nous. Donc, parce que quand le personnage fait de la voix off, la plupart du temps, ce personnage-là, le narrateur est omniscient. Il connaît souvent ce qui va se passer et qu'est-ce qui se passe. Même si finalement, il ne fait pas partie lui-même de la narration. Mais ce qui est le cas ici, c'est Ray Liotta, le personnage de Ray Liotta.
Oui, c'est un film qui est assez cool, il est très très structuré, on voit vraiment la progression d'un personnage. J'en avais parlé déjà de ce film-là dans le plan séquence, parce qu'à un moment donné, on le voit passer à travers des cuisines. Si tu regardais ma vidéo sur le plan séquence, et finalement aboutir à la fin, c'est très 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 réussi, hein, quand même un travail monumental, aboutir à la fin à la salle de réception, au moment où il s'assoit et on lui met la table, etc. Il paye des gens au fur et à mesure, c'était vraiment cool. Donc il y a quand même, voilà, la structure narrative, bon, ça reste très très, comment je dirais, pas cliché, mais c'est une structure narrative qui est de base, c'est-à-dire qu'on voit vraiment le personnage au début, comment il commence et comment il termine en étant vraiment la montée du personnage jusqu'à sa déchéance, hein. Donc on a littéralement cette manière de faire un petit peu arc-en-ciel. Donc voilà, il monte, il descend. Mais ça reste quand même Martin Scorsese et on peut pas dire que les films de Martin Scorsese soient nécessairement des mauvais films, au contraire, hein, c'est des très 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 bons films, il y a beaucoup de structure, il y a beaucoup de narration, il y a beaucoup de choses intéressantes. Un des derniers films de Scorsese que j'avais aimé, c'était The Wolf of Wall Street. Si tu l'as pas vu, c'est juste une petite parenthèse vite fait parce que je parle beaucoup et j'aime ça, mais je sais pas si j'aime ça. The Wolf of Wall Street, moi ce qui me reste, en tout cas ce que je trouve super drôle, moi c'est le moment où il se drogue et il dit qu'il se drogue puis ça marche pas, finalement il se drogue plus et là DiCaprio rentre dans les marches en tout cas. Et avec sa voiture et la notion de la réalité qu'il voit pas. Ou Shutter Island de Scorsese aussi que j'ai beaucoup aimé. Donc en tout cas, Goodfellas. Là, je vais rebondir, c'est ça que je disais, sur les 3 films qui, pour moi, sont des incontournables au niveau de la voix off. Il y en a 2 particulièrement, et un 3e où c'est pas vraiment de la voix off, mais il y en a un petit peu. Donc, je l'ai inclus là-dedans, qui pour moi sont vraiment monumentales. Ces films-là font partie de mes tops, donc on va en parler tout de suite. Premier film dont je parlerai, film français pour une fois, yes. Je parle jamais des films français, je parle toujours des films américains. Je me saoule moi-même avec ça. Premier film dont je parlerai, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain en 2001. Moi à cette époque-là, j'étais à Paris, j'étais pas du tout au Québec. Je sais qu'il y avait plein de gens qui étaient venus me voir en me disant mais j'en ai rien à foutre de ce film-là. Il parle de Paris, je vis à Paris, je m'en fous. Mais je pense qu'ils ont rien compris, honnêtement. Le film de Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, etc. Ce film-là fait partie des classiques pour moi. C'est la quintessence de ce que Jean-Pierre Jeunet peut faire. Jean-Pierre Jeunet n'a pas fait de meilleurs films depuis, même s'il a fait Un long dimanche de fiançailles, Délicatessen, certains films comme ça qui sont des gros gros classiques avec Caro. Hein, il était avec Caro à un moment donné, c'était Jeunet et Caro, qui était un designer lui, plus. Mais bref, voyons, j'ai le nez qui pique. Bref, c'est ça, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, même s'il a fait des très bons films après c'est vraiment la quintessence de son univers typique à Jean-Pierre Jeunet. C'est fabuleux, les gens n'ont pas compris, on s'en fout de Paris, c'est pas Paris qui est intéressant, c'est le conte qui raconte, et la manière dont il établit la narration dans ce conte-là, et la voix off de André Dussolier, magnifique. Sublime. André Dussolier, il y a une voix particulière et la manière qu'il a amené cette voix off-là, je me souviens vraiment typiquement même du début du film avec la Québécoise qui se suicide et tous les événements qui s'enchaînent parce qu'elle s'est suicidée. C'est vraiment génial. C'est super comment c'est fait. Il n'y a pas de longueur. Les personnages sont fabuleusement bien écrits. C'est un univers atypique dans lequel, en tant que spectateur, tu rentres, tu aimerais être dans cet univers-là. Il a ajouté la musique de Tiersen, je pense qu'il s'appelait Tiersen à l'époque, qui a amené vraiment une œuvre, un masterpiece, un chef-d'œuvre du cinéma. Ça fait partie de mon top 5. C'est un top 10, peu importe. C'est un film monumental. J'adore ce film-là. Il a essayé de reproduire, parce qu'il essaye de reproduire le phénomène fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui d'après moi est juste un phénomène qui l'a dépassé. C'est-à-dire que ça a été un ensemble de choses, la musique, les personnages, la narration, la réalisation, le montage, qui ont construit Amélie Poulain, mais dont lui-même n'était pas à un moment donné, comment dire, le maître d'œuvre de tout ça. Tu sais, il y a eu un peu de chance là-dedans. Tout ça c'est imbriqué comme il faut, et ça a donné le fabuleux destin d'Amélie Poulain comme il fallait, de la manière qu'il faut. C'était juste génial. Pas de longueur, encore une fois. Il a essayé de recréer ça. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a essayé de recréer ça avec Micmac à Tire-Larigot en 2009 avec Danny Boone, et justement, il y a André Dussolier là-dedans qui est formidable. J'ai vu le film. Pas
j'ai pas apprécié. C'est sûr que le Micmac attire l'arigot, c'est quand même un bon film, et on retrouve l'univers de Jeunet, mais voilà, tu peux pas recréer ce que tu as pu faire à un moment donné avec ce petit facteur chance qui fait que tous les ingrédients étaient là, et ont formé le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Tu peux pas mécaniquement recréer ça, il y avait quand même un facteur chance, je pense, là-dedans. Et il a essayé vraiment de recréer ça avec Micmac attire l'arigot. Ça se ressent, il y a des longueurs, il y a des maladresses. Il y a un moment donné où même tu n'écoutes même plus le film. Moi j'ai regardé le film jusqu'au bout et je regardais même plus le film. Quand je dis écoute, parce que j'écoutais les gens mais je pensais à autre chose. Donc c'est ça. Tu regardes le film, t'es même plus là quoi. Donc non, ça n'a pas fonctionné pour moi. Fabuleux destin d'Amélie Poulain, la voix off, monumentale. Effectivement, encore une fois, c'est quelque chose qui est un personnage. Et André Dussolier, on ne le voit jamais dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est juste un narrateur. Et c'est un personnage qui apporte quelque chose de plus à cette entité cinématographique où chaque personnage est vraiment construit. Même les personnages les plus petits sont tous construits. Il y a une psychologie, une manière d'être en arrière. Ils sont tous fabuleux. D'où le titre. C'est juste un bijou. Je vais parler peut-être maintenant... Non, je ne vais pas parler. À plus tard. Avant de parler de mon autre film top, vite rapide, j'avais oublié tout à l'heure de parler de Orange Mécanique en 1971 de Stanley Kubrick avec Malcolm McDowell. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de ce film-là pour la voix off, qui est la voix off d'un personnage chaotique, narcissique, hallucinant, qui définit un petit peu toutes ses actions et exactions au travers de ce film punk, si tu pourrais appeler ça. Vraiment une description de la société et des dérives de la société vers quoi on va avec Trump peut-être. Je sais pas. Peut-être. Donc Orange Mécanique naturellement aussi, ouais c'est sûr. Mais Stanley Kubrick il aimait ça, il a fait Barry Lyndon après, donc Orange Mécanique c'était 71, Barry Lyndon 1975. Où il a mis aussi de la voix off, aussi un petit peu la même chose que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est véritable comme les The Godfellas, des affranchis en français. Vraiment le destin Barry Lyndon d'un gars qui monte et qui jusqu'à sa déchéance. Donc on voit véritablement que là il utilise la voix off à bon escient, surtout dans Orange Mécanique. Dans Barry Lyndon, là j'ai un petit peu plus de mal, je dirais. Je trouve ça un peu maladroit et là on aboutit à ce que je disais tout à l'heure. On revient à ce que je disais tout à l'heure, le trou un petit peu, artistique. Donc tu mets de la voix off parce que tu sais pas comment le faire autrement. J'aime pas trop ça, mais Barry Lyndon étant quand même un très très grand classique et un très grand film. Orange Mécanique, là on est quand même dans une dimension où la voix off augmente l'aspect un peu chaotique du personnage narcissique et véritablement donne en profondeur l'idée de tout son raisonnement par rapport à ce que lui pense qu'il fait et qui est la bonne chose par rapport à une société qui, d'après lui, ne fonctionne pas et comment il décide de corriger ça. Il a sa manière particulière. Donc, l'autre film de mon top 5, top 10, Kill Bill, volume 1, volume 2, 2000... putain, les dates. 2002, 2003, 2004, je pense. Kill Bill, volume 1, 2003, Kill Bill, volume 2, 2004. Avec Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen, etc. Vivicia Fox, 3 milliards d'acteurs là-dedans, là, encore une fois, c'est un Tarantino, donc évidemment, tout le monde, Daryl Hannah, tout le monde veut jouer dans les films de Tarantino. Je voulais parler de ce film-là, Kill Bill, volume 1 et volume 2, parce qu'il y a un petit peu de voix off, mais en fait, il n'y en a pas vraiment beaucoup. C'est un film qui est très très abouti. D'après moi, moi j'ai 2 films. Honnêtement, Kill Bill volume 1 et 2, on va dire que c'est un seul film, ok. Donc moi j'ai 2 films que j'aime chez Tarantino. C'est pas les mêmes films que tout le monde. C'est Kill Bill, je pense. En tout cas, pas les mêmes films que tout le monde, je pense. Kill Bill et Jackie Brown. Pour moi, ce sont des films qui sont... Jackie Brown 1996, qui parle justement de la block exploitation, qui réfère à la block exploitation. Pour moi, ce sont des films qui sont très 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 aboutis de Tarantino. Je sais que j'avais fait à un moment donné, je pense que c'est dans les études en cinéma, je parle de Tarantino, et je l'avais dit, quand il avait fait Jackie Brown avait été mal reçu par les gens et la critique, et finalement, il avait décidé de ne plus rien faire jusqu'à Kill Bill, donc il a eu vraiment un désert artistique parce que le monsieur est déprimé, parce qu'il est un petit peu quand même narcissique, ce gars-là, faut dire ce qu'il est, faut quand même être réaliste. Donc, tu sais, le milieu du cinéma, c'est spécial un petit peu quand même. Donc,
Il y a des gens qui sont comme Sergio Leone, ouais, on touche pas à Sergio Leone, etc. Mais Sergio Leone, c'est tout. C'était un être humain et il avait sa manière d'être, même si c'était un créateur et un réalisateur hors pair qui a amené quelque chose de plus au western spaghetti. Mais quand même, ils ont leur personnalité et leur manière de faire qui n'est peut-être pas des personnes qui sont des très bonnes personnes en tant qu'humains. Donc, bon. Mais nous, on parle de cinéma, on parle pas d'humanisme. Mais peu importe, donc c'est ça, moi, Tarantino, c'est quelqu'un que je n'apprécie pas, je le dis clairement, là, je sais comment il fonctionne en tant qu'humain, mais en tant que créateur et réalisateur, un monsieur formidable. Kill Bill, Jackie Brown, pour moi, sont ses plus grands films. On va rebondir sur Kill Bill, on n'est pas là pour parler de Jackie Brown. Kill Bill, je voulais en parler parce que c'est un film qui est complet et qui est très réussi par rapport par exemple à Jackie Brown qui lui est plus vers la block exploitation, mais il y a une dimension que j'adore dans ce film-là, une manière de faire qui est phénoménale. Mais Kill Bill, lui, vraiment, je pense que c'est la quintessence de la manière qu'il a de réaliser, de monter et de scénariser des films. C'est comme ça qu'il faut faire. Il a tout mis là-dedans. Tout y est là-dedans. Donc tu as vraiment des références à tout. Tu as des références aux samouraïs, aux films d'arts martiaux, tu as des références à la black exploitation, tu as des références au western spaghetti même. Quand, par exemple, les deux personnages, je pense à cette scène-là où Uma Thurman arrive, vraiment dans Kill Bill volume 1, elle arrive au début, elle sonne chez... comment elle s'appelle? Black Widow, non pas Black Widow, ça c'est MCU, là c'est Marvel Universe. Black Viper, quelque chose comme ça. En tout cas, elle joue ce rôle-là, Vernita Green et The Bride, c'est ça. Et elle, c'est The Bride de Uma Thurman et elle sonne chez elle. Et avant qu'il y ait la confrontation, avant qu'il y ait le fight, il y a cette musique un peu comment dire, cette musique très agressive avec un plan sur les deux personnes en très gros plan qui se regardent l'une l'autre, les deux personnages, et un écran rouge. Complètement rouge. Et ça, c'est une référence magnifique au western spaghetti. On n'a peut-être pas idée quand on voit le film, parce qu'évidemment, il n'y a pas de western. Je pense à Django Unchained, qui était très bon aussi, qui lui est un western. Là, ce n'est pas un western, donc tu te dis, ok, comment il peut y avoir des références au western spaghetti? Mais ce genre de plan-là, c'est typiquement dans le type du western spaghetti. Donc c'était intéressant. C'est un film dont je voulais parler, parce que c'est vraiment un tout, c'est une construction littéralement narrative, c'est tout ce que Tarantino peut faire de mieux, il l'a mis là-dedans. Je me souviens même du générique de début de Kill Bill volume 2, qui est fabuleux en noir et blanc, avec Uma Thurman qui brise le quatrième mur, qui parle directement à la caméra, et un générique un petit peu à la vieux film de l'époque. Phénoménal, génial. Quand elle est habillée un peu Uma Thurman avec la référence du jeu de la mort de Bruce Lee avec cette espèce de soute en jaune et noir, et là elle va combattre 3000 personnes avec son sabre, voilà, c'est juste, c'est ça, il y a toute une dimension. La scène avec... faut que j'arrête de parler de ce film-là. la scène avec, mon Dieu, Sonny Chiba. Cette scène-là est comique et en même temps dramatique. C'est une ode à Sonny Chiba, à tous les films qu'il a fait, d'avoir créé cette scène-là juste pour Sonny Chiba, c'est génial. Tarantino, il est ce qu'il est, mais c'est quelqu'un qui s'y connaît en cinéma. Il sait de quoi il parle quand il parle de cinéma. Il regarde beaucoup de films, il a un œil critique vraiment acéré et il sait faire des films. Honnêtement, il sait faire des films. C'est un grand maître du cinéma, il n'y a rien à dire. Ça reprend un petit peu son côté humain pourri, hein, dont je parlais tout à l'heure. Donc finalement, tu vois, il est pas si mal. Et je parlerai du dernier film de mon top 10 que j'espère, oui, il va rentrer, c'est sûr, je sais pas ce que je couperai en montage encore une fois. Je sais, il faut que j'arrête de parler de ça, Saber, Racim, ou en tout cas, on en a parlé, on m'en parle tout le temps. Au Québec, on dit capoter, là, d'arrêter de capoter sur des choses. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais arrête de capoter sur le montage. Bref, c'est ça, The Fight Club. The Fight Club. Alors, Kill Bill, c'est ça, je l'ai mis un peu de côté parce que c'est pas nécessairement, ça s'inscrit pas totalement dans le sujet de ma vidéo, la voix off. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas pendant tout le film, quoi. Il faut dire ce qui est quand même, c'est genre très sommaire. Mais dedans, il y a tout, split screen, plan séquence, etc. Le B à bas de la manière de faire des films, c'est dans Kill Bill. Les deux gros films, je dirais, qui pour moi représentent la voix off, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain et The Fight Club, qui fait partie aussi de mon top 10.
commence à y avoir pas mal de films dans mon top 10, je sais pas, je dis tout le temps mon top 10, faudrait que je compte tous ceux que j'ai dit, ça doit être plus. Mon top 10 s'élargit, peut-être plus un top 20 ou un top 100, je sais pas. Mais The Fight Club, film monumental 1999 de David Fincher avec Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter, Meat Loaf aussi, dedans, qui joue le rôle d'une femme. Il change de sexe. C'est assez drôle. Bref, ce film-là a été. Alors, ce film-là, déjà, pour commencer, pour moi, par quoi je commencerai? En tout cas, ce film-là, pour moi, est une anthologie, littéralement, du cinéma moderne. C'est la manière de faire. C'est un petit peu comme Kill Bill, qui était la quintessence de Tarantino. Mais The Fight Club, c'est peut-être le même côté pour David Fincher. David Fincher est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai pas aimé tous ses films, comme Tarantino. Seven est un classique pour moi, un grand classique. Fait aussi partie de mon top 10, que je sais pas si mon top 10 il est pas top 3000 maintenant, mais Seven, très. Ah, Seven, je l'ai vu 1000 fois ce film-là, je m'en lasse jamais. Je suis pas là pour parler de Seven, on va arrêter. The Game, que j'avais beaucoup aimé aussi en 1997, et The Fight Club. The Fight Club, c'est vraiment l'aboutissement. Dedans, tu as tout. Il y a véritablement David Fincher, c'est un gars qui était réalisateur de vidéoclips depuis 1984. Il avait commencé en 1992 son premier film, Alien 3. Ça a été son premier film, et puis après ça il a continué. Il a continué aussi à réaliser des vidéoclips encore à l'heure actuelle, hein. Et même si c'est un réalisateur de cinéma. Donc c'est un gars qui vient du milieu du vidéoclip, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude, comme tous ces gens-là, beaucoup de ces gens-là qui viennent du milieu des vidéoclips ou de la publicité, de travailler ces images. Donc il travaille beaucoup au montage ces images. Et il y a des choses vraiment intéressantes, comme dans The Fight Club, à un moment donné, il y a une scène de sexe complètement chaotique, complètement, comment dire, vraiment déstructurée entre Helena Bonham Carter et Brad Pitt. Et quand tu regardes la scène, comment elle a été faite avec le bullet time qui avait été utilisé dans Matrix sur le toit, où le gars il tire au ralenti et finalement il fait son effet en arrière avec les balles qui passent de tous les côtés. En fait, c'est un système d'appareil photo en arc de cercle qui prennent plein de photos à toute vitesse, je sais plus c'est combien par seconde, et on voit vraiment un effet comme ça de film. On a l'impression que c'est un film, puisque c'est des photos qui sont prises les unes après les autres, et le film c'est ça, c'est 24 images secondes, de ralenti très épuré. Là-dessus, il a rajouté du CGI parce que les acteurs n'étaient pas nus pendant qu'ils ont joué la scène, et il a tout flouté ça. En tout cas, le travail est génial dans ce film-là. La narration, bon, bah, c'est adapté d'une nouvelle de Palchuk, je pense, c'était son nom. Le gars avait dit d'ailleurs qu'il avait écrit la nouvelle à la base, ça c'est une anecdote, mais c'était vraiment cool parce qu'il travaille, lui, c'est ça son job, en tout cas c'était ça son job à l'époque avant d'être connu dans le milieu un peu plus littéraire. Il travaillait comme businessman, je pense, je ne veux pas dire de bêtises, et il arrive à un moment donné dans son gros building, et il arrive derrière son bureau, et il s'était fait péter la gueule la veille par des voyous qui voulaient le voler tout simplement. Et donc, il arrive le visage tuméfié et tout ça, et personne ne lui demande quoi que ce soit. Et là, il a compris qu'il y avait comme comment dire, il y avait comme une barrière entre lui et ses collègues de travail qui étaient ok, comment va ton week-end? Mais ça, c'est juste de la courtoisie. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans la vie personnelle de la personne qui nous intéresse absolument pas. On travaille avec lui, mais on ne veut pas avoir de rapport avec lui. Du coup, quand il est arrivé avec le visage tuméfié, personne ne lui posait de questions, parce que là, il se disait, oh, on va devoir élaborer une conversation plus profonde, et je ne veux pas rentrer dans ce chemin-là. Donc là, il s'est rendu compte un petit peu, et ça lui a donné l'idée de Fight Club, de réellement créer cette histoire-là, monumentale, exceptionnelle. Peut-être pour parler en arrière du film, le film a coûté 63 millions et a rapporté 71 millions worldwide. Ça n'a pas marché, ce film-là. C'est un échec commercial parce que en fait, la maison de production a décidé de le marketer à travers une bande-annonce qui ne reflétait pas du tout le contenu du film. C'est-à-dire qu'ils ont mis dedans beaucoup de scènes de Fight Club qui sont en fait... On n'en voit quasiment pas dans le film quand tu connais le film. On en voit juste que quelques-unes. C'est vraiment très peu. Et ayant diffusé ça à des... comment dire, à l'époque, l'UFC commençait à pas mal monter. Hein. Les gens commençaient à être très intéressés plus à l'UFC qu'à la lutte. À la WWE, pas la lutte, voyons, le catch. Et la lutte. Et ils avaient mis ces images-là de Fight Club pendant des représentations du UFC. Du coup, la plupart des gens qui étaient des gars du UFC ou qui étaient intéressés à l'UFC se disaient « Ok, je vais aller voir un nouveau film d'arts martiaux où ça se pète la gueule » et ils étaient majoritairement déçus. Et tous les gens
comme moi, qui auraient pu être intéressés à regarder ce genre de film-là, ne savaient pas ce que contenait ce film nécessairement, de quoi il parlait, de réellement... c'est un film punk, littéralement, hein, qui est de dire, regarde, on va détruire le capitalisme de la société et remonter une société par le chaos de la meilleure manière qui suit, déstructurer cette société capitaliste bout par bout pour montrer à la société elle-même qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ton engrenage de société. Donc c'était littéralement, c'est vraiment, vraiment excessivement bien fait. La narration d'Edward Norton est stupéfiante, hallucinante. Je repense notamment au catalogue Ikea. C'est génial, si tu as vu le film, tu sais de quoi je parle. Il nous met vraiment... Le film est encore actuel, je dis tellement actuel, il est véritablement actuel dans son phénomène de société qu'il explique, la déstructuration dont je parlais. La voix off est pas un trou créatif, elle apporte de quoi de plus au film, qui est génial. Je parle beaucoup de Fight Club, c'est vraiment long. Fight Club, faut dire que David Fincher, à la base, c'était pas lui qui devait réaliser le film, ça devait être Peter Jackson, mais Peter Jackson a refusé, il a reçu la nouvelle et il a refusé d'emblée parce qu'il était déjà en train de mettre en place avec Fran Walsh, le Seigneur, qui est sa femme, je pense, le Seigneur des Anneaux, qui est sorti en 2001. Donc ils ont envoyé à ce moment-là la nouvelle à Bryan Singer, qui lui a jamais répondu parce qu'il n'a pas lu la nouvelle, donc il n'a même pas répondu au studio. Finalement, leur troisième choix, ça a été Danny Boyle. Lui a lu la nouvelle, il a rencontré les producteurs directement, les producteurs du studio directement dans leur bureau, a commencé à parler du scénario. Finalement, s'est retiré parce qu'il a été plus intéressé par un autre scénario, The Beach, qui est sorti en 2000 avec Leonardo DiCaprio et Canet et je ne sais plus son nom à l'autre, hein, l'actrice française, mon Dieu, je m'en souviens plus. Je réfléchis, mais je m'en souviens plus. Le Doyen, Virginie Ledoyen, Guillaume Canet, Virginie Ledoyen et Leonardo DiCaprio. Donc finalement, ils se sont retournés vers David Fincher. Mais David Fincher, lui, il était à ce moment-là, pour parler assez rapidement, il était au montage de son film The Game en 1997. Il était en train de monter ce film-là. Et ils lui ont demandé, et il avait eu, c'était la 20th Century Fox, et il avait eu un très mauvais, une mauvaise expérience avec la 20th Century Fox pendant le tournage de Alien 3, ça s'est vraiment mal passé, il a été bridé au niveau de la créativité, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, il a détesté ça, donc il voulait pas le faire, il a dit non, moi je retourne pas avec la 20th Century Fox, c'est impossible pour faire de Fight Club, même si la nouvelle est géniale, même si le contenu du scénario est superbement bien écrit, l'adaptation de la nouvelle est superbe. Non, je ne peux pas retourner, c'est impossible. Et finalement, ils l'ont convaincu en ayant plus de créativité. Ce qui, dans les faits, a été plus ou moins le cas. Il a quand même fallu qu'il se batte en tant que tel pour finir son film. Notamment, son budget a augmenté. Et puis, parce que ça demandait à ce qu'il soit un petit peu plus étoffé, le budget. Et la maison de production voulait se retirer. En tout cas, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais il a fait le film. Et pour moi, le film qui a été mal compris à l'époque est un film littéralement anthologique. Petite précision peut-être, ça donne une idée un petit peu sur les acteurs quelque part, je ne sais pas si c'est des bonnes personnes, je ne les connais pas honnêtement, mais Brad Pitt a reçu un cachet, donc sur le film qui coûte 63 millions, il a reçu un cachet de 17,5 millions, donc c'est sûr que s'il l'avait peut-être rabaissé, ça aurait peut-être évité les problèmes avec la maison de production, alors qu'Edward Norton a demandé que 2,5 millions. Donc on voit qu'il y a quand même une différence entre les deux. Edward Norton voulait absolument faire le film parce qu'il pensait que ce film-là avait un côté message à apporter, il y avait quelque chose qui était profond dans ce film-là. Bon, Brad Pitt, lui, il a décidé de donner son cachet d'habitude, quoi. Donc, c'est ça. Je finirai là-dessus, c'est bien trop long, 10 minutes que je parle. The Fight Club, grand film, pour la voix off, exceptionnel, et juste un très grand film aussi. Très réussi, très bien joué, très bien monté, très bien scénarisé. Rien à dire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était en ce qui concernait la voix off, cette nouvelle théorie du cinéma. On va voir ce que je vais faire avec le montage. Je le dis tout le temps, je le répète, je sais pas. Je suis tellement naze des fois. Et bon, bref. Toi aussi, après, dans les questions, dans les commentaires, ouais, je suis perdu là. Dans les commentaires, tu pourras peut-être dire c'est quoi pour toi la voix off, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi les films que tu préfères au niveau de la voix off? Pourquoi pas? Je veux dire, on est là pour partager, même si on n'est pas nombreux sur cette chaîne-là, mais peu importe, c'est une chaîne qui, ma foi, un peu communautaire, hein, on a le droit de donner notre avis, pourquoi pas, c'est clair. Après, pour le reste, c'est comme d'habitude, si tu veux t'abonner, parce que comme ça, on sera plus nombreux. Non, si tu veux, honnêtement, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir.
Des questions. Ah, c'était maladroit ce que je viens de dire, désolé. Des questions, des suggestions, même des commentaires dans les commentaires. Un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, ma foi, pourquoi pas. Et puis quelque part, ça me dit que voilà, ce que je fais, c'est peut-être pas si mal. Et puis, on se retrouve à la prochaine. À la prochaine. Elle est partie, Madame Philippi. J'aime pas ça, les gens.